Bienvenue sur Data Driven 101. Je suis Marc Sanselme, votre partenaire privilégié dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la data science. Réservez un appel d'une demi-heure avec moi pour cadrer et donner de l'élan à vos projets IA. Rendez-vous sur datadriven101.tech pour plus d'informations. Donc je me retrouve convoqué à un meeting auquel je m'attendais pas trop, avec deux des associés dans la salle qui m'annoncent « Bon Christophe, on va arrêter l'automatisation, qu'est-ce que t'en penses ?» Donc un petit peu de passif-agressif, donc je suis un peu pris de dépourvu, je me dis « je pense qu'il y a quand même plein de choses à faire, etc. » Et donc ils enfoncent un peu le clou, jusqu'au moment où ça devenait gênant, où quasiment ils allaient m'annoncer qu'ils me viraient. Là, mes amis sont venus me chercher pour le VG, j'ai compris que c'était une vanne. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, spécialiste en IA, et je reçois chaque semaine des professionnels pour nous partager leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Christophe Lanternier. Christophe a rejoint Hubble en tant que premier employé après 1 an chez BCG Gamma. Il est resté 4 ans Head of Research et maintenant Head of Data depuis 2 ans. Hubble est une start-up de vérification d'identité en ligne, rachetée il y a 1 an et demi par Checkout.com. Bonjour Christophe. Salut Marc, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors Christophe, est-ce que tu peux nous parler d'un peu plus d'Hubble ? Ouais. Donc Hubble, comme tu le disais, c'est un service de vérification d'identité à distance qui a été créé donc en 2018. À l'heure actuelle, on a 3 produits. Un produit qui est l'historique, qui est un produit vidéo, ce qu'on appelle assez haut de gamme, c'est-à-dire qu'il va être très exigeant sur la fraude. Un produit PVID, qui lui est le produit le plus haut de gamme qu'on a, qui a été estampillé par l'ANSSI en mars dernier. Et un produit automatique, qui lui est le dernier né, qui lui du coup va être, comme son nom l'indique, automatique, va permettre d'avoir une réponse très rapide, mais qui du coup, en contrepartie, laissera passer certains cas de fraude. Ok. PVID, c'est quoi exactement ? PVID, c'est prestataire de vérification d'identité à distance. Et donc, c'est une certification qui a été créée par l'ANSSI dans les dernières années. C'est-à-dire que le référentiel a dû sortir, vers le milieu de 2021. Et donc, ça nous a permis, nous, de postuler, c'est-à-dire de briguer cette certification. Et donc, on a été retenu, puis donc on a reçu la certification en mars 2022. Et donc, ça nous donne accès à tout un nouveau panel de use cases qui vont être, du coup, réglementés. Je pense notamment aux établissements bancaires, qui eux sont soumis à un certain nombre de régulations, et les prestataires de confiance, qui vont, par exemple, fournir des services comme de la signature électronique. Et donc, on intervient aujourd'hui avec des clients comme DocuSign et YouSign sur de la signature d'actes notariés, etc., etc. Ok. Alors, pour en arriver là, quel a été le cheminement ? Alors, donc comme je disais, la boîte a été lancée en 2018 avec l'ambition d'apporter sur le marché un nouveau médium, qui est la vidéo. C'est-à-dire qu'avant, la vérification d'identité à distance se faisait essentiellement par photo. Et grâce à cette vidéo, de développer un produit automatique de haute qualité. Donc la différenciation clé passait par le médium vidéo et un streaming en temps réel, en fait. C'est-à-dire qu'on crée une connexion comme pendant un call, un Meet ou un Hangout. Une connexion en temps réel avec l'utilisateur, et on va vérifier ces différents éléments, le visage, l'identité, pendant ce streaming. Et donc l'axe qui a été abordé au début, c'était celui de l'automatisation, et donc de créer un outil qui est capable de répondre vraiment juste avec des algos. Il s'est trouvé que, relativement rapidement, on s'est aperçu que le marché était assez bouché, en fait, sur les produits auto qui correspondaient plutôt au bas de gamme du marché, c'est-à-dire des produits qui sont très rapides, peu chers, et qui laissent du coup passer beaucoup de fraude. Ok. En revanche, on était assez pertinent sur un segment un peu plus haut de gamme, qui lui, du coup, donc c'est des produits un peu plus chers, mais qui laissent passer quasiment aucune fraude. Okay. Par contre, pour arriver à faire ce genre de produit, en fait, on ne pouvait pas s'appuyer uniquement sur des algos, parce que les fraudes sont trop fines, et la data, en général, pas suffisante pour détecter ce genre de fraude. Et donc, c'est là qu'a été prise une décision qui a été vraiment un tournant pour l'entreprise, qui a été de créer un pôle Ops et de partir sur une solution asynchrone. C'est-à-dire que donc, l'utilisateur fait sa vérification d'identité et en fonction du contrat qu'on a avec le client, on lui répond en 5 minutes, 15 minutes, 24 heures. Et avec des vérifications, du coup, manuelles. Exactement. Donc avec un pôle d'experts qu'on a nous en interne et qui travaille sur une app qu'on a développée nous aussi en interne et qui leur permet de répondre de manière efficace en se focalisant vraiment sur les tâches à haute valeur ajoutée, c'est-à-dire pas passer trop de temps sur l'OCR ou ce genre de choses, vraiment se concentrer sur les tâches qui sont difficiles, à savoir vérifier que le document est authentique, et vérifier que le visage correspond bien au document. Voilà, et donc passage pas évident quand on a décidé de faire ce pivot, enfin c'est pas vraiment un pivot,
puisqu'on restait quand même essentiellement sur la même idée. Passage pas évident au moment où moi j'étais le data scientist, donc j'étais un peu responsable de l'automatisation et on m'annonce que finalement le produit va pas être automatique. Il n'y aura pas que toi dans l'histoire. Mais une petite anecdote marrante là-dessus, c'était au moment où j'étais en train de me marier, donc il y avait mon EVG qui approchait. Ouais. Et donc les founders étaient en train de réfléchir à ces décisions, enfin évidemment on était dans le process de décision. Ils convoquent un meeting comme ça un peu au dépourvu, donc je suis un peu pris au dépourvu, pardon. Donc je me retrouve convoqué à un meeting auquel je m'attendais pas trop, avec 2 des associés dans la salle qui m'annoncent « Bon Christophe, on va arrêter l'automatisation, qu'est-ce que t'en penses ?» Donc un petit peu de passif-agressif, donc je suis un peu pris au dépourvu, je me dis je pense qu'il y a quand même plein de choses à faire, etc. etc. Et donc ils enfoncent un peu le clou, jusqu'au moment où ça devenait gênant, où quasiment ils allaient m'annoncer qu'ils me viraient. Là, mes amis sont venus me chercher pour le VG, j'ai compris que c'était une vanne. Quoi qu'il en soit, de toute façon, en fait, dans les faits, c'était assez vrai ce qui se passait. On a arrêté cette stratégie 100% automatique, mais en fait, malgré ça, les algos ont gardé une place vraiment primordiale dans le produit parce que en faisant ce tournant vers les ops, on voulait quand même rester très efficace, à savoir pas avoir des coups délirants, et donc les algorithmes continuaient à être un maillon essentiel dans la mesure où ils nous permettaient de faire 2 choses. Ils nous permettaient non seulement de mieux guider l'utilisateur pendant la phase de streaming, lui dire par exemple j'ai pas détecté ton document, rapproche-le, éloigne-le, retourne-le, c'est trop flou, c'est trop lumineux, enlève ton doigt, etc. Donc tous ces algos nous permettent en fait d'obtenir de la data de meilleure qualité, et derrière d'appliquer les algos qui vont permettre évidemment de faire gagner du temps aux opérateurs. Et donc tous ces algos-là n'avaient rien d'évident, et donc il y a eu énormément de boulot sur cette partie-là. Ok, alors peut-être on reviendra un peu sur les algos eux-mêmes. Comment ça a démarré parce que tu es là depuis le premier jour, on va dire. Est-ce que tu peux nous raconter le tout début ? Ouais. Donc l'idée, elle est née de surtout Juliette, qui est une des associées qui travaillait chez Gemalto et qui en fait essayait de développer ça en interne. Elle n'était pas satisfaite de la solution qui avait été développée en interne et l'entreprise n'était pas prête à aller plus loin dans l'innovation. C'était une solution photo. Et donc, elle est partie un peu de cette frustration. Elle voulait aller au bout du truc et vraiment résoudre ce problème. Et elle s'est dit qu'avec la vidéo, ça pouvait vraiment tout changer. Donc, c'est un peu de là qu'est partie l'idée. Elle a rencontré sur son chemin, du coup, François, le CEO, qui lui sortait d'une aventure entrepreneuriale et qui cherchait la suivante. Et Nicolas de Bernardi, donc mon boss depuis 6 ans maintenant, qui lui travaillait en data chez Criteo. Et qui du coup a apporté l'expertise algorithmique et tech, qui a tenu lieu de CTO puis de CPO. Alors quelle était la mise de départ en termes de data pour commencer à travailler, à construire des algos comme cela ? Donc on est parti sur cette question avec un challenge qui contenait plusieurs aspects. Donc le premier algo qu'il a fallu développer, c'est un algo qui permettait de cropper. Donc ce qu'on appelle cropper, c'est détecter un document, le découper avec beaucoup de précision, parce qu'en fait, ça va être la base de travail pour tout un tas d'algos ensuite. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai une découpe très précise et remise à plat du document, c'est-à-dire que l'utilisateur, il va toujours présenter un truc un peu sous forme trapézoïdale, enfin pas forcément à plat. Donc il faut le remettre à plat, le découper très bien. Et ça, il faut que ça soit très précis parce que au-dessus de ça, on va du coup appliquer un OCR. Il va falloir trouver très précisément où est le prénom, où est le nom, où est l'adresse, etc. Ouais. Et donc pour ça, on a besoin Optical Character Recognition, donc pour transformer l'image en texte. Exactement. Et donc, si le crop est pas suffisamment précis, il y aura un décalage, peut-être qu'il trouvera l'adresse à la place du prénom, enfin, donc ça va être un peu compliqué. Donc, cet algo-là, de cropping, était un peu la première pierre à poser sur cet édifice, finalement, algorithmique. Et donc, il s'agissait de cropper n'importe quel document. Dans un premier temps, on va pas se le cacher, c'était surtout des documents français, en temps réel, parce qu'on est sur une appli, comme je disais, en streaming en live, et donc on a envie d'être capable d'informer l'utilisateur que ça se passe bien, c'est-à-dire qu'on est en train de cropper le document et qu'on l'a détecté, etc. De manière très précise, comme je disais, pour pouvoir appliquer un OCR derrière, et dans des conditions extrêmement variables. En fait, c'est ça sans doute le plus difficile, c'est que il y a énormément de devices différents. Donc au début, on était aussi sur desktop et sur téléphone. Maintenant, on est plutôt on a une redirection vers téléphone, mais donc à l'époque, on faisait les deux. Donc beaucoup de caméras différentes, beaucoup de niveaux de connectivité différentes entre la 3G, la 4G, le Wi-Fi, et beaucoup de conditions extérieures différentes. En fait, la luminosité, la façon dont l'utilisateur manipule le document. Donc il fallait un algo extrêmement robuste. Donc devant tous ces challenges, on se dit ce qui serait top, ce serait d'avoir plein de données et de faire du deep learning, mais on n'a pas de données, puisque donc, on est en train de traiter des données extrêmement sensibles et qu'il n'y a évidemment pas de dataset public de carte d'identité.
Et donc, on est un peu obligé de ressortir les vieux algos. Et donc là, je me suis tourné vers des algos des années 90. Et on a commencé à développer comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de learning. On a développé un algo qui est fait du coup de plusieurs étapes. C'est une espèce de cascade d'algos. Mais on a fini par sortir un POC avec ça. Ouais. Et malgré tout, pour améliorer cet algo, on a réussi à constituer un dataset. Et ça, on y allait à la mano. C'est-à-dire qu'on demandait à toutes les personnes de la boîte, donc une petite dizaine à l'époque, de prendre tous les documents d'identité qu'ils avaient sous la main, ceux de leurs conjoints, de leurs parents, etc., de se mettre dans plein d'environnements variables. Ouais. Et en faisant ça, comme c'était des vidéos, donc j'arrivais à extraire quand même plusieurs images suffisamment différentes pour que ce soit intéressant d'une vidéo, je pense qu'on a réussi à faire un petit dataset de, je dirais, 5000 images, qui nous permettait du coup d'évaluer l'algo, de l'améliorer. Et on avait sorti un petit concept qui nous permettait d'avancer sereinement. On avait grosso modo un dataset de protection. C'est-à-dire c'était les images sur lesquelles on était déjà bon. Donc là, on vérifiait qu'avec une nouvelle version de l'algo, on ne détériorait pas la performance. Et on avait un dataset d'improvement qui permettait de valider que l'algo était effectivement meilleur sur des nouvelles conditions, des nouveaux documents, etc. Et donc, en faisant ça, assez vite, on a eu un algo qui était, je dirais, dans un premier temps, montrable à des premiers clients et à des premiers investisseurs. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, quelque chose qui était vraiment stable en production. Et cet algo-là, donc, où il n'y a pas de learning dedans, finalement, en fait, il est resté dans le produit pendant 6 ans et il marche super bien. À l'heure actuelle, on commence à avoir des challenges vis-à-vis de l'hétérogénéité des documents qu'on commence à rencontrer, parce que là, on commence à aller aux US, etc. et ça. Donc là, il commence à marcher un peu moins bien, parce qu'il y a quand même un peu de fine-tuning à faire pour les nouveaux documents. Et donc l'équipe actuelle de research est en train de le remplacer par du deep learning. D'accord. Mais il est encore très compétitif sur les documents français à l'heure actuelle. Ok. Ouais, c'est de la computer vision à la papa qui résout les problèmes finalement initiaux, avec cette contrainte en moins que vous n'avez pas besoin d'un énorme dataset d'entraînement. Ouais. Et vous avez quand même besoin d'un peu de data, comme toujours, pour la validation, pour dire ok, ça marche ou ça marche pas, ça marche mieux, ça marche moins. Mais vous résolvez vos problèmes de besoin de data en utilisant des méthodes déterministes, d'algorithmes déterministes. Ouais. Cette famille d'algos-là s'appelle les algos de feature matching. Et l'autre avantage, c'est que quand on avait un nouveau document qui arrivait, en fait, on avait juste besoin d'avoir une photo bien faite de ce document et on pouvait le traiter. Donc, on s'est rendu compte avec le temps que cette photo-là avait beaucoup d'influence sur la performance de l'algo. Donc, on a passé du temps un peu à la mano à améliorer chaque photo de référence. Mais donc, finalement, ça simplifiait pas mal l'ouverture de nouveaux pays, sachant qu'au début, on n'ouvrait pas non plus des caisses de pays chaque année. On a surtout travaillé pendant 5 ans sur l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, quoi. Et la France, évidemment. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on découpe le problème? Tu nous as déjà un petit peu dit avec le cropping. Est-ce que tu peux nous découper davantage toutes les différentes étapes de la validation d'un document, et donc les sous-problèmes que vous avez dû résoudre un par un? Alors, pour vérifier une identité, nous, on le voit de la manière suivante. C'est-à-dire que, dans un premier temps, il y a tout ce qui concerne l'extraction d'informations. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler des algos d'extraction. Et ensuite, la vérification de ces informations. Et là, on va développer du coup ce qu'on appelle des algos de sécurité. Donc, dans l'extraction, on a l'algo dont je viens de parler, donc l'algo de cropping. Donc, il s'agit de cropper le document, mais il s'agit aussi de cropper le visage. Donc, ça, c'est un algo qui nous a pris quand même un peu moins de temps parce que c'est beaucoup plus mainstream comme use case. Ouais. Évidemment aussi l'algo d'extraction de texte, donc l'OCR, qui est un point super important aussi de notre produit. Et donc, une fois que ces étapes sont franchies, on peut passer à la sécurité. Donc là, il s'agit de vérifier que les éléments sont les bons. Et donc, qu'est-ce qu'on va vérifier? On va vérifier que le visage est ce qu'on appelle live, c'est-à-dire que la personne est réellement derrière son device en train de faire la vérification d'identité. Pareil pour le document, que c'est pas une photo d'un autre document, que c'est pas un film qui est en train d'être joué devant l'écran, ce genre de choses. On va vérifier que le document correspond bien au visage. Et l'intégrité et la validité du texte. Donc, il y a des checks qu'on peut faire à l'intérieur du texte. Par exemple, la bande blanche qui est en bas des documents d'identité, en général. Il y a des checksums. Donc, on peut vérifier qu'elle n'a pas été altérée en vérifiant que les checksums correspondent bien. Donc, ça permet de vérifier que le texte n'a pas été altéré. Et ensuite, il y a des informations qu'on doit vérifier. Dans certains use cases, par exemple, si l'utilisateur doit être majeur, faut simplement vérifier que la date de naissance correspond bien. Et voilà, un peu de façon assez macro, comment on découpe le problème de la vérification d'identité. Ok, d'accord, ouais. Oui, juste au niveau du texte, pour être sûr qu'il n'y ait pas de modification du texte, il y a un chiffre sur les documents d'identité qui permettent de vérifier qu'il n'y a pas un seul caractère qui a été changé. Exactement. Ouais. Alors, qu'est-ce que les avancées technologiques dans l'intelligence artificielle en général, on va dire, ont changé pour vous
2018, c'est pas hier. Qu'est-ce que ça a changé pour votre use case? Donc ça, j'en ai reparlé avec notre Head of Research actuel parce que c'est un peu sorti de mon scope. Donc je le salue au passage. Merci Pierre. Alors pour ce que ça a changé, alors il y a des choses que j'ai observées, il y a des choses qui sont effectivement un peu plus récentes. Le plus gros changement, ou en tout cas le plus impactant pour nous, ça se passe surtout au niveau de la portabilité. Ce que j'entends par là, c'est la facilité de mettre un algo en production et la façon dont cet algo va se comporter en production. Donc en fait, il y a deux aspects. Il y a déjà la mise en production. C'est-à-dire qu'à l'époque, enfin je dis à l'époque, c'était pas il y a si longtemps que ça, mais donc il y a 2-3 ans, quand on mettait les algos en production, on avait toujours des tonnes de problèmes avec CUDA, CUDNN, la version TensorFlow, enfin tout un tas de librairies qui pouvaient entrer en conflit les unes avec les autres. C'était un peu un jeu d'équilibriste pour maintenir vraiment tous les différents acteurs au bon niveau de mise à jour, etc. Ça maintenant, ça a été vachement simplifié par un outil comme Onyx. Donc, c'est-à-dire qu'on prend un modèle, on le traduit en Onyx et on peut le mettre en prod directement, il n'y aura pas de problème. Okay. Donc ça, la mise en prod vraiment purement au niveau de la PR et de la compatibilité est simplifiée. Et ensuite, une fois qu'on est en production, on a eu un vrai gap vraiment monstrueux de performance entre quand on a commencé et maintenant. Mais même ça s'est opéré sur les 3-4 dernières années. C'est-à-dire que grâce aussi à des outils comme Onyx, donc Onyx il va faire un certain nombre d'optimisations dans ton modèle qui vont te permettre de vraiment significativement diminuer le temps de calcul, donc parfois le diviser par 2 carrément. Et il y a aussi eu une tendance actuelle qui a été sur des use cases connus et pratiqués depuis un certain nombre d'années, donc je parlais du face cropping, bah ça c'est un problème que beaucoup de gens essayent de résoudre, la capacité de détecter un visage. Ouais. Et donc en réalité ce problème il a été résolu il y a 4-5 ans, c'est-à-dire qu'on a depuis 4-5 ans des algos très stables de détection de visage. Ouais. Et donc il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis là sur les dernières années pour rendre ces algos de plus en plus légers. C'est-à-dire qu'on a par exemple un algorithme comme UNet qui permet de faire ça, qui à l'heure actuelle a 75 000 paramètres. Là où moi, il y a 2-3 ans, j'ai jamais bossé sur des algos qui avaient moins de 1 million de paramètres. Et donc, évidemment, en termes de temps de calcul, ça fait une différence folle. Ouais. Et là où, encore une fois, il y a 2-3 ans, on était assez gourmand en GPU, ça nous prenait beaucoup de temps, on avait dû développer des infras particulières pour pouvoir faire tourner nos algos sur GPU, l'OCR, etc. Maintenant, tout tourne sur CPU et on arrive même à en faire tourner 600 parallèles sur un CPU. Donc vraiment, on a complètement changé de paradigme, aussi d'un point de vue temps de calcul. Et c'est assez intéressant d'observer ça dans la période actuelle, parce qu'on a une espèce de polarisation entre un algo comme UNet, qui lui tend à faire une chose très 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 bien, avec très très peu de paramètres. Ouais. Donc, comme je disais, 75 000, c'est ridicule. Mais il sait faire qu'une seule chose, c'est le face cropping. Et des algos comme les LLM, actuels, qui vont Enfin, ça démarre à 7 milliards, quoi. Ouais. Mais qui savent faire tout un tas de choses, et sans entraînement. Donc, on voit ces deux tendances un peu qui sont en train d'émerger, qui sont... Et alors, sur l'OCR, on va dire un autre problème qui est bien résolu... Tu nous as parlé de UNet pour résoudre les problèmes de face cropping. Pour ce qui est de transformer l'image en texte, l'OCR, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui aborde un nouveau sujet où il y a besoin d'extraire du texte d'une image? Ouais, l'OCR, donc moi j'avais bossé dessus il y a 4 ans, et franchement, c'était un peu pénible pour un problème qui paraissait quand même relativement mainstream. Donc on a fini par s'en sortir, mais on était finalement assez peu robuste, c'est-à-dire ça marchait très bien sur les documents français, mais on avait du mal à généraliser. Alors malheureusement, je connais pas exactement les algos qu'on utilise maintenant parce que c'est un chantier assez frais, mais en termes de performance, on a un data scientist qui a bossé dessus pendant 6 mois, 1 an, et c'est du délire. C'est-à-dire qu'on a réussi à avoir une performance très homogène sur des centaines de documents, là où avant on était vraiment spécialisé sur une petite dizaine. Donc il y a un vrai progrès qui a été fait là-dessus aussi. Donc quelqu'un qui commencerait... moi, franchement, je l'inviterais à regarder à fond les modèles les plus récents, parce qu'en fait, ça continue à bouger beaucoup. Okay. Et à s'appuyer là-dessus plutôt que sur des modèles un peu éprouvés et plus vieux. Je pense que vraiment, c'est perpétuellement mis à jour, ces trucs-là. D'accord, intéressant. Alors, tu nous as parlé des modèles, et tu disais qu'il y a d'autres avancées technologiques qui vous concernent. Ouais, alors il y a, je dirais quand même il y a un moindre effet en termes d'impact chez nous, mais... Il y a quand même eu des gros changements depuis qu'on a commencé à bosser, notamment sur tout un tas d'outils qui permettent de simplifier beaucoup l'expérimentation et la préparation d'un algo pour sa mise en prod. C'est-à-dire son amélioration, son training, son fine-tuning, etc. Avec des outils comme MLflow, comme DVC, on a quand même une traçabilité bien meilleure sur les différentes versions d'un algo, les différentes expériences qui ont été faites, là où... Quand on a commencé à bosser, c'était à nous de le faire de manière propre dans des documents. Enfin, donc par exemple, c'était impossible de reproduire une expérience qu'on avait fait il y a 1 an, parce que le dataset avait changé, on savait plus où était stocké, etc. Donc ça, c'est quand même un bon changement, surtout dans une période
comme on est à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on est en train d'essayer d'aller chercher le pourcent de performance en plus qui va vraiment nous changer la vie, alors qu'il y a quelques années, on était en train de passer on cherchait plutôt 10 points de performance, et donc pour ça, tu as besoin de faire des expériences un peu plus grossières, et en général, tu n'as pas besoin de ce niveau de finesse. Mais donc à l'heure actuelle, où on est vraiment en train d'essayer de raffiner nos algos, ces outils-là sont indispensables. Et il y a un dernier truc, plutôt un concept que nous, on a toujours un peu appliqué, mais qui reste vrai, malgré l'amélioration assez fondamentale qui a été vue sur les algos ces dernières années. On continue à voir qu'en fait, la computer vision classique, donc les petites astuces, les petits calculs, je sais pas si ça parlera à tout le monde, mais les érosions, dilatations, toutes les petites opérations que tu peux faire à la mano sur les pixels, augmenter les contrastes, effacer certaines zones, toutes ces opérations qui paraissent élémentaires sont toujours super utiles pour booster la performance d'un algo. Okay. Là, pour donner un exemple, en fait, on est en train de développer un algo qui permet de lire les barcodes qui sont sur les documents américains. Donc on a commencé par développer un réseau de neurones qui, normalement, aurait pu faire ça très bien. Il faisait ça pas mal. Et donc, on est revenu un peu à ces fondamentaux qu'on a toujours appliqués, à savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite couche de pré-processing quand même à appliquer pour faire ressortir la donnée et vraiment faire ressortir les éléments saillants d'un barcode. Et donc, on a appliqué une petite brique comme ça d'érosion-dilatation. Et là, les perfs du réseau de neurones sont vraiment plus rien à voir. Donc, parfois, ça reste vrai quand même, faut quand même regarder la donnée qu'on est en train de traiter, se demander s'il n'y a pas des petites astuces ou des petites choses qui pourraient vraiment mettre en valeur l'élément qu'on est en train d'essayer de détecter. Et ça peut vraiment faire une différence de dingue en termes de perf. Alors, t'es pas vraiment policier, mais tu cours quand même un peu après les fraudeurs. La course après les fraudeurs qui, du coup, changent de technique un peu en fonction des technologies qui permettent de les attraper. À quoi ça ressemble ? Alors, on a nos ops qui ont été entraînés par la police. Donc c'est une expertise que nous on valorise beaucoup parce que c'est aussi ces personnes-là qui ont une expertise en termes de faux documents, qui en voient beaucoup passer, qui en confisquent, etc. Donc ça peut nous être très utile. On a même déjà été sollicité dans le cadre d'une enquête. Donc ça c'est pour le côté ops. Nous évidemment côté algo, on a été beaucoup sollicité pour répondre à des fraudes qu'on appelle algorithmiques. Donc des fraudes qui sont générées ou augmentées par ordinateur. Et donc en général la bonne réponse c'est aussi une réponse algorithmique. Mais donc pour te donner un exemple, quand on était en train de travailler avec l'ANSSI, donc on réfléchissait un peu à toutes les fraudes auxquelles on devrait faire face. Et on a reçu à un moment une vidéo, je ne sais plus d'où elle sortait, où on voyait quelqu'un qui faisait une vidéo d'un document qui était manifestement en papier, qui était bien fait, c'était une impression assez haute qualité, le truc était bien découpé, etc. Ouais. Donc il le mettait devant l'écran, on lui dit ok, cette fraude elle est facile, c'est du papier, il n'y a pas d'hologramme. Ouais. Et la personne activait un truc, il appuyait sur un bouton de sonnerie, je sais pas, et d'un coup, il y avait l'hologramme qui apparaissait et la texture plastique. D'un coup, sur le document, on voyait apparaître en dynamique, c'est-à-dire que la personne le bougeait, on voyait l'hologramme se comporter de façon tout à fait naturelle, et pareil, les reflets plastiques apparaître également. Donc là, on a vu ce truc-là, on s'est dit, ça c'est nouveau, on sait pas trop comment faire ça. Et donc, en fait, on avait aussi un peu la même problématique sur les deepfakes, c'est-à-dire qu'on voyait passer de plus en plus de deepfakes de haute qualité, et on savait pas encore vraiment comment répondre à ça. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est tout simplement mis dans la peau des fraudeurs. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ok, on est une équipe de computer vision. Donc, on a des compétences pour altérer des vidéos. On va se laisser 1 mois, 2 mois, 3 mois pour essayer de créer des fraudes et de comprendre un peu ce que ça veut dire de créer ces fraudes, quels moyens il faut déployer. Et si c'est très facile, trouver les moyens de la combattre. Ou si c'est très difficile, si par exemple, ça prend, 10 000 euros de GPU, une équipe de 7 chercheurs à temps plein pendant 6 mois, etc., on va dire que cette fraude, elle est trop cher à développer, donc ça va faire partie de ce qu'on appelle le risque résiduel. Et donc, si quelqu'un essaye de développer une fraude qui coûte 1 million pour à la fin en tirer 10 000 euros, on se dit que ça vaut pas la peine, et donc ça peut rester du risque résiduel. Il se trouve qu'heureusement, on n'en a pas de ce point de vue-là. Et donc, typiquement pour la fraude à l'hologramme, dont on savait pas du tout comment on allait la générer, donc on a travaillé sur le sujet. Là aussi, grâce à de la computer vision classique, on a réussi à la reproduire, et en la reproduisant, on a compris quels étaient ses points faibles. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte assez vite que si on demandait à l'utilisateur de pencher plus son document, c'est-à-dire de ce qu'on appelait faire décrocher le cropping, c'est-à-dire le tourner suffisamment pour qu'il n'y ait plus assez d'éléments sur la vidéo pour qu'on puisse détecter le document, là, la fraude sautait et donc il y avait un élément complètement pas naturel qui apparaissait sur la vidéo et donc ça devenait facile pour un ops, donc un opérateur de notre côté, de le détecter. Donc en fait, on n'a pas créé un algo de toute pièce qui permettait de détecter cette vidéo, parce que ça, on a essayé, c'était vraiment super dur. Par contre, on a créé les manipulations qui permettent de mettre en valeur la fraude pour un opérateur.
D'accord. Ouais, vous vous êtes rendu compte en essayant de reproduire la fraude que finalement c'était compliqué de faire cette fraude-là, de calquer cet hologramme-là avec des angles importants. Et donc finalement ça vous a mis le doigt sur un moyen de contourner, d'empêcher la fraude, en changeant le protocole avec lequel on demande à l'utilisateur de se prendre en vidéo, quoi. Ouais. Et donc même chose pour les deepfakes, ça a été vraiment complètement le même raisonnement, sauf que on s'est en plus rendu compte que faire un deepfake de vraiment haute qualité en temps réel, parce que c'est aussi une des contraintes, c'est que comme on fait des détections d'injection, la vidéo elle se passe forcément en temps réel. C'est-à-dire qu'on peut pas préparer une vidéo et nous l'injecter, parce qu'en fait il y a des éléments aléatoires qu'on demande à faire à l'utilisateur. Donc en fait ces éléments changent, et donc si tu as préenregistré une vidéo, ce sera plus la même séquence qu'on t'aura demandé, donc on pourra le détecter. D'accord. Et donc faire des deepfakes en temps réel, en tout cas à l'époque où on avait regardé, donc en 2020, c'était quasi impossible. En tout cas, nous, on n'a jamais réussi à en faire un vraiment crédible en temps réel. Et pareil, les défauts sont vachement exagérés par des manipulations où tu tournes la tête vraiment à 90 degrés vers un côté. Mais, comme on pouvait le voir, déjà à l'époque, c'est une technologie qui évolue extrêmement vite, donc on est obligé de surveiller de très près. Et donc, la première mitigation qu'on a en place, comme je disais, c'était le fait de tourner la tête. Ça, on sait que ça rend le truc quand même vraiment difficile. Mais pour autant, il faut continuer à faire de la veille techno et s'assurer que d'un coup, il n'y a pas une techno accessible à beaucoup de gens qui permet de faire des deepfakes en temps réel de manière très crédible. Alors, toutes les certifications donc, de l'ANSSI, l'organisme étatique qui s'occupe de la sécurité informatique, comment est-ce que ça fonctionne? Se faire accréditer, se faire certifier par l'ANSSI, comment ça marche? Alors, dans notre cas, je pense que c'est dur de généraliser parce qu'en fait, on parle d'une certification qu'on a aidé à créer. C'est-à-dire que quand Hubble s'est lancé, il n'y avait pas de certification sur ce sujet-là, et ça a été un travail de 4 ans pour arriver à voir émerger un référentiel. Donc c'est-à-dire l'ANSSI qui dit voilà, pour être certifié, il faut faire ça. Ça a pris 4 ans. Donc en fait, le processus, il a été assez long, parce que d'abord, il a fallu convaincre l'ANSSI qu'on était un acteur sérieux. Donc il n'y avait pas non plus 1000 acteurs en France, donc on était forcément privilégiés pour leur parler et pour être sollicité en tant qu'expert. Mais donc d'abord, il fallait quand même qu'on se crée une certaine crédibilité. Et d'ailleurs, le travail sur la fraude à l'hologramme dont je parlais, ce genre de choses, permettait aussi d'asseoir cette crédibilité, de dire qu'on était capable de reproduire ces fraudes qui sont assez complexes et de les combattre. Ça nous a donné un peu de poids dans la conversation. Et donc, une fois qu'on avait cette crédibilité, on était dans une position, je dirais, un peu meilleure, parce que on était sollicité en tant qu'expert pour la création de cette certification. C'est-à-dire que l'ANSSI n'a pas envie de créer une certification qui bloque complètement, qui rend l'application inutilisable. Si la vérification d'identité est beaucoup trop sécurisée, en fait, personne n'arrivera à vérifier son identité. Et donc, c'est pour ça qu'ils sollicitent des acteurs comme nous, c'est pour savoir, en fait, ce qui est acceptable d'un point de vue expérience utilisateur, tout en mettant l'accent sur la sécurité. C'est un équilibre à trouver entre les deux, en fait. Okay. Donc, on a été sollicité par l'ANSSI. Ensuite, pendant que ces discussions avaient lieu, il a fallu anticiper, en fait, de notre côté, à quoi allait ressembler le référentiel, donc pour commencer à préparer le produit et pouvoir obtenir la certification le plus tôt possible. Typiquement, assez tôt, on a compris qu'il fallait s'appuyer sur un cloud provider français, donc on a assez vite fait le switch. Donc voilà, il y a tout un tas d'anticipations qui ont pu être faites. Ensuite, là, on rentre plutôt dans le cadre, je dirais, d'une certification un peu plus classique, puisque le référentiel sort. Donc là, c'est une très longue checklist à faire vérifier à son produit. Enfin, c'est-à-dire que ton produit doit remplir tous ces différents critères. Là-dessus, typiquement, ça a été encore un peu une discussion parce que il y a certains critères qui étaient beaucoup trop violents en termes d'expérience utilisateur. Typiquement, il y avait un critère autour du nombre de FPS minimum autorisé. C'est-à-dire que si une vidéo avait pas une qualité suffisante et avait un nombre de FPS trop bas, FPS c'est frame per second, on devait refuser l'identité. Or, il se trouve que les connexions 5G, 4G, Wi-Fi, etc., ça fluctue pas mal au travers d'une vidéo. Donc, les premiers critères qui étaient sortis, en fait, ça faisait qu'on devait rejeter quasiment la moitié des utilisateurs. Donc là-dessus, on a réussi à créer un échange et donc à faire baisser un peu la norme tout en justifiant le fait qu'en fait, ça ne diminuait pas le niveau de sécurité. Il n'y avait pas de fraude qui passait grâce à ce critère qui était un petit peu allégé. Donc, il y a cette énorme checklist qu'il faut valider. Ensuite, on passe par des audits. Donc là, c'est un cabinet extérieur qui va venir auditer notre solution, qui va le mettre à l'épreuve. Et donc là aussi, il peut y avoir des itérations. Le cabinet d'audit peut dire, là, il y a une fraude qui est passée, expliquez-nous ce qui s'est passé, etc. Nous, ça s'est assez bien passé. Et quand tout ça s'est bien passé, à la fin, on est certifié. Et nous, dans notre cas, on était très contents parce qu'on était les premiers sur le marché. Donc, on a eu une espèce de monopole pendant les quelques derniers mois. Et là, depuis 1 ou 2 mois, il y a un nouvel acteur qui a été certifié sur le marché français. Mais donc, ça nous a quand même permis de conquérir des nouveaux clients, ce qui est très chouette. Ouais.
Alors, c'est quoi les principaux obstacles pour arriver à faire ce que vous avez fait ? En fait, ils ont beaucoup changé au cours du temps. Donc, comme tu peux le deviner, au début, c'était surtout les algos. On était dans une position assez compliquée, on n'avait pas de data, donc ça a été le gros challenge. Ouais. Et ensuite, chaque fois qu'on résolvait un problème, on arrivait sur un nouveau. Le problème qui s'est posé après celui des algos, je dirais que c'est celui de la stabilité du streaming. Parce qu'on avait beaucoup de vidéos qui, à la fin, se retrouvaient en fait corrompues. C'est-à-dire que, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, on recevait des images qui étaient complètement brouillées. Ouais. Donc ça a été un gros challenge qui nous a pris donc beaucoup de temps au début et sur lequel on a continué à travailler au cours du temps, parce qu'en fait, la qualité des assets est tellement essentielle pour la performance des algos que, en fait, dès qu'on mettait un peu d'effort là-dessus, on était vraiment récompensé directement, parce que ça se traduit directement en termes d'automatisation. Ouais. Donc on a beaucoup travaillé dans un premier temps sur la stabilité du streaming. Une fois que ce challenge-là a été, je dirais, principalement résolu, même si on n'en a jamais complètement fait le tour, on en est arrivé à l'époque, du coup, dont je te parlais, où on a décidé de tourner un peu le dos à l'automatisation complète et à passer à un système asynchrone avec des ops. Donc là, il a fallu construire cette équipe ops et surtout la construire dans une optique d'efficacité. De se dire, on va créer une app dédiée sur lesquels on va pouvoir concentrer leur temps sur les tâches à haute valeur ajoutée. On va leur développer une infra qui permet de faire tourner des algos de manière efficace pour leur faire gagner du temps. Donc ça a été un gros challenge. Une fois qu'on avait résolu ce problème-là, je dirais qu'on a eu pas mal d'enjeux UX. Ça, c'était un problème sur lequel on ne s'était pas penché trop jusqu'à maintenant, parce qu'on avait des plus gros problèmes, mais on a un parcours qui est très long et auquel qu'un utilisateur doit parcourir sans encombre. Et il y a beaucoup d'étapes. Donc en fait, l'UX, la clarté des étapes, l'efficacité des feedbacks qu'on envoie aux utilisateurs, tout ça est hyper important. Ouais. Donc ça a été des gros chantiers qui étaient très intéressants en plus, parce qu'on était vraiment à la croisée des chemins entre les algos et l'UX. Parce que c'est les algos qui génèrent les feedbacks qu'on envoie aux utilisateurs, et c'est l'UX qui permet de les rendre lisibles, activables, etc. Donc ça a été un gros challenge. Challenge, encore une fois, sur lequel on bosse toujours, parce que on n'en a jamais fait le tour, mais on a vu des très très grosses améliorations là-dessus. Ensuite, on a eu le challenge du cloud français, que je ne vais pas citer, mais on a pas mal de problèmes de stabilité à cause de ça. C'est-à-dire que c'est pas une solution aussi aboutie qu'AWS. Donc il y a eu beaucoup de problèmes de ce côté-là. Je dirais qu'après ça, on a eu le challenge des sales. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point où il a fallu vendre. Là, pareil, gros challenge. On a réalisé qu'en fait, on avait des cycles de vente très longs et que du coup, c'était compliqué en tant que startup d'exister dans des cycles aussi longs, mais c'est un truc sur lequel on a beaucoup progressé aussi. En parallèle de tout ça, on avait cette fameuse certif sur laquelle on avait décidé de miser quasiment toutes les ressources de la boîte. On s'était dit, on veut cette certif parce qu'on veut cette situation de monopole pour aller conquérir des nouveaux use cases. On pense que notre produit est vraiment parfait pour répondre à ça. Et donc, il a fallu répondre à tous ces enjeux en mode bridé. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment beaucoup de ressources qui travaillaient sur la certification et donc peu de ressources pour bosser en fait sur les vrais problèmes de la boîte. Donc tout ça a été un challenge en plus. Donc voilà, je dirais un peu les grands jalons qui ont dû être franchis. Et pour en revenir à aujourd'hui, je dirais que la question qui se pose à l'heure actuelle, c'est que on a été pendant très longtemps sur des acteurs principalement français. Là, on commence à travailler avec des acteurs un peu plus internationaux. Et là, on commence vraiment à se confronter à des problèmes d'hétérogénéité de la data, donc principalement des nouveaux documents en fait qu'on voit entrer, sur lesquels nos ops sont pas suffisamment formés, sur lesquels on peut être un peu surpris. Et donc, on entre un peu dans cette nouvelle ère, je dirais, vraiment d'homogénéisation de nos performances sur les différents documents, les différents pays, etc. C'est un peu le problème actuel. Qu'est-ce que ça a changé de se faire racheter il y a 1 an et demi, du coup ? Si je prends un peu de recul sur cette période, comparée aux quelques années qui ont précédé, je dirais qu'on a gagné en sérénité. C'est-à-dire que les premières années de la boîte, grosso modo, tous les 6 mois, il y a un peu un challenge de « Ok, qu'est-ce qu'on va faire dans 6 mois ? Est-ce qu'on sera encore là ? Est-ce qu'on va réussir à survivre, etc. » Donc, on travaille sur des cycles assez courts avec des priorités qui sont vraiment, là aussi, très court-termistes. Donc, on est un peu en mode sprint tout le temps, à essayer d'atteindre des objectifs qui sont parfois très compliqués. Et souvent, en étant un peu frileux à miser significativement sur certains aspects. C'est-à-dire qu'on ne va pas se lancer dans des projets de recherche qui vont durer 6 mois, 1 an, c'est trop risqué. Ça a changé, parce que donc, maintenant, on a quand même pas mal gagné en sérénité et on se lance vraiment volontiers dans des projets un peu plus longs. C'est-à-dire que nos roadmaps, on les fait plus à 6 mois, maintenant c'est plutôt 1 ou 2 ans. Donc je dirais que c'est quand même plus agréable pour tout le monde. Après, évidemment, le revers de la médaille, c'est qu'on est un peu moins libre. C'est-à-dire que maintenant, je dirais, la direction générale de l'entreprise, elle est décidée par Checkout, même si on est quand même assez aligné. On a un peu ressenti les effets aussi
la lourdeur administrative d'un grand groupe, mais franchement, c'est quand même pas mal à la marge, parce qu'ils sont quand même assez efficaces. Donc il y a du reporting en plus. Pour recruter, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut rentrer dans leur process. Donc ça peut être un peu frustrant quand tu as été dans une startup pendant 4 ans et que c'était le recrutement, on pouvait closer un profil en 1 semaine, là c'est plutôt 1 mois. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, ça reste à la marge, c'est pas vraiment pénalisant. Et un avantage par contre, c'est aussi, on a eu pas mal d'aide en termes de tooling. C'est-à-dire qu'une boîte qui a déjà eu, typiquement quand on a décidé de refaire un peu notre stack data, on a eu beaucoup d'aide. Et ça c'est vraiment chouette, ça nous a permis de faire gagner beaucoup de temps. Et on garde une liberté d'exécution qui est quand même assez importante, même, enfin qui est totale. C'est-à-dire qu'une fois que les grands éléments de la roadmap sont décidés, là, personne va venir nous dire il faut faire comme ça, faut faire comme ça. C'est en fait au sein de Checkout, on reste les experts de l'identité, donc on exécute comme on veut. Et ça reste du coup assez agréable. Ok, est-ce que tu as une opinion à nous partager ? Là, j'ai peur de dire un peu comme tout le monde, mais je dirais que la GenAI, c'est le feu. Plus concrètement, en ce moment, je travaille un peu sur un side project autour de DBT, où je pense vraiment que la GenAI peut apporter beaucoup en termes d'expérience de dev. Je pense que sur DBT, il y a beaucoup de tâches répétitives. Je pense vraiment qu'on peut, avec un outil à la Copilot de GitHub, on peut obtenir vraiment un gain de productivité significatif, beaucoup plus significatif que ce que Copilot fait sur du code classique. D'accord. Parce que les tâches sont beaucoup plus normées sur DBT. Et il marche pas actuellement Copilot sur du Si, code mais DBT. il est pas spécialisé sur DBT. Donc Ouais. en fait, il va juste te proposer un peu de SQL, mais c'est pas D'accord. si génial que ça. Donc il y a la partie expérience de dev, et je pense aussi la partie efficacité des modèles, où là tu peux utiliser un LLM pour améliorer le temps de run de tes queries, où il peut te suggérer des queries du coup un peu mieux foutues. Ouais. Il y a un peu ces 2 aspects-là. Donc optimisation du temps de run et amélioration de l'expérience dev. Cool. Voilà un peu le Cette project. side project du moment. On voudra en savoir plus dans quelques temps. Alors, Avec plaisir. alors le projet global de Hubble, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais ? En réalité, pas grand-chose, parce que franchement, ça a été une super expérience. En prenant un peu de recul, du coup, je pense que le truc qui m'a le plus pris de court, c'est la partie recrutement. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'1 ou 2 ans, quand ça a commencé à marcher à peu près et qu'on a levé des fonds, il a fallu recruter beaucoup. Et je trouve qu'on a été un peu jeté dans cet exercice-là de façon très naturelle, enfin, comme si c'était inné, c'est-à-dire. Et donc j'ai mis quand même pas mal de temps à trouver un peu d'aisance dans cet exercice. Au début, je trouvais ça compliqué, je savais pas bien comment mener les interviews, quels critères appliquer, etc. Donc je me suis formé sur le tas, comme tout le monde, hein, mais en écoutant du coup d'autres intervieweurs faire, etc., etc. Mais de ce point de vue-là, j'aurais peut-être bien aimé qu'on nous prépare un peu mieux, qu'on nous forme un peu plus. Je pense que d'une part, nous, on aurait été plus à l'aise, et d'autre part, on aurait peut-être été plus efficace dans ce processus-là de recrutement. Ok. C'est quoi les prochaines étapes du coup chez Hubble au sein de Checkout ? Moi, d'un point de vue perso, j'aimerais quand même, comme je disais, vraiment prolonger l'expérience GenAI et essayer de proposer quelques outils à l'équipe. Donc, d'une part, l'équipe data, mais j'aimerais bien aussi bosser avec l'équipe sales, typiquement. Je pense qu'il y a des gros gains de productivité à aller chercher de ce côté-là. D'un point de vue plus Hubble, au sens global, nous, on a des gros challenges sur le produit auto, dont je parlais au tout début, donc le dernier né du coup de notre gamme de produits, qui en est vraiment à ses débuts, et du coup qui se veut 100% automatique. Et là, on en a encore au début, quoi. Il faut encore bien améliorer les algos. Ça, c'est un gros challenge. Et comme je te disais, un produit qui scale sur tous les pays, tous les continents. Là, à l'heure actuelle, on a une performance qui est un peu trop hétérogène, quoi. Ok. Et alors, qui est-ce que tu voudrais entendre dans un prochain épisode de Data Driven 101 ? Je ne pourrais que recommander le grand Nicolas Drizard, qui crée son entreprise Clineo, qui cherche à matcher les labos pharmaceutiques avec les patients qui cherchent des essais cliniques. Et donc, je trouve que c'est un très beau projet, et ils vont avoir des gros enjeux IA et data dans les mois, années qui viennent. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Marc. Vous venez d'entendre Christophe Lanternier, Head of Data chez Hubble, sur Data Driven 101. Si vous avez aimé et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Dans le prochain épisode, je recevrai Samuel Fillon, fondateur de Sommelier du Parfum, pour nous parler de machine learning appliqué à la parfumerie. À très vite.